Bonjour, je suis avec Chloé Grabli de Fabrique. Alors il se trouve qu'on est aussi associés dans la vie, donc on se connaît bien. Chloé, ton thème, c'est comment élaborer un plan de transformation qui marche vraiment. Pour commencer, peut-être juste se dire que chez Fabric, on accompagne pas mal de transformations. Et ce qu'on observe beaucoup dans les transformations, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie qui est mise dans définir la solution idéale. Il y a aussi beaucoup d'investissement en argent qui est mis pour que ça fonctionne. Mais ce dont on s'est rendu compte, c'est que ce qui empêche le succès de ces plans de transformation, c'est un mauvais engagement des personnes. Un mauvais engagement des personnes qui sont concernées, impliquées par la transformation. Et c'est ça qui est le premier frein. Et malgré tout l'investissement qu'on fait pour que ça marche, on se rend compte à la fin que ça ne marche pas. Et pour illustrer ça, j'avais envie de juste vous raconter une première histoire, l'histoire d'Olivier. D'Olivier, c'est un cadre dirigeant dans un grand groupe. Alors, il a eu un poste un peu complexe puisqu'il s'est retrouvé patron d'une business unit qui est formée de la réunion de 3 entités précédentes. Donc, il a la tête de 3000 personnes réparties sur un territoire assez large. Et il s'est dit, bah, pour engager mes 3000 personnes, il faut que je commence à faire un plan de vision, une vision à moyen terme pour les engager dans le mouvement. Comme c'était un homme à la fois sage et expérimenté, il a fait beaucoup de plans de transformation et de vision dans sa vie. Et s'est confronté à 2 écueils dans sa vie, qui étaient soit de trouver une solution qui n'était pas bonne. Il pouvait écouter des conseils externes et il avait une solution qui arrivait qui, en fait, n'était pas adaptée complètement à la situation dans laquelle il était. Donc, le premier risque qu'il prenait, c'est de prendre une mauvaise décision dans son plan strat. Et il dit surtout là, une mauvaise décision dans son plan de transfo, parce que lui venait d'arriver et que 3000 personnes dans un grand territoire, il y avait une complexité. Et il se disait, je ne peux pas sentir toute la diversité moi-même. Donc, il est arrivé dans un truc un peu inconnu. Et le deuxième problème qu'il avait, il s'est dit, ben, trouver 10 personnes qui me suivent, ça va, mais comment je vais faire pour que 3000 personnes me suivent? Comment je vais faire pour vraiment engager ce mouvement? Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un plan formidable, écrit, magnifique en théorie. Ce qui compte le plus, c'est d'avoir quelque chose qui marche en pratique et que les 3000 personnes se mettent dans ce mouvement et aient envie de le faire. Et quand il s'est dit, j'ai fait tellement de plans qui ne marchent pas aujourd'hui, j'ai envie de faire un plan qui marche, c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Un peu joie, un peu challengeant. On s'est dit, donc il est venu nous rencontrer, il s'est dit: «Comment on fait ça?» Et ensemble, on a créé un plan qu'on appelle maintenant une transformation, un plan de construction de plan stratégique qu'on appelle en W. Alors pourquoi en W? C'est parce que ça fait des allers-retours entre la direction, le comité de direction qui garde le pouvoir décisionnel et qui garde le cadrage, et en même temps des allers-retours en bottom-up réguliers avec le terrain, c'est-à-dire avec les personnes qui font, donc les personnes qui savent, et les personnes qui vont mettre en place après. Donc de façon un peu, je vous le fais rapidement, après Mickaël, si tu as envie d'en entendre plus, tu me diras. On a Ouais. commencé avec le comité de direction, on leur dit, voilà, globalement, où est-ce que vous voyez cette nouvelle entité dans 3 ans? Et ils ont fait vraiment l'étoile du Nord, hein, où est-ce qu'on veut être. Ensuite, une fois ce comité de direction d'une dizaine de personnes, d'ailleurs nouvellement créé, a construit ça, on a créé des focus group et sur les 3000 personnes, on a identifié 300 personnes, donc 10%. 10%, c'est le point de bascule, 10% représentatifs du tout. Donc, on n'a pas pris les 10% des top managers, on a pris 10% qui représentent tous les métiers, toutes les géographies, tous les niveaux hiérarchiques, etc. Et le comité de direction a été par binôme les rencontrer sur le terrain et pour leur présenter, bah voilà, où est-ce qu'on va aller dans 3 ans, qu'est-ce que vous en pensez? Premier feedback. Donc les gens font un feedback, ce qu'ils aiment pas. On a pu entendre des choses comme je comprends tous les mots, mais je comprends pas la phrase. Et puis ils leur ont dit, voilà, pour aller plus loin, on a besoin d'être complètement ancré dans le terrain. Parce qu'on se rend bien compte que vous avez des visions réelles des choses, mais que chacun a une vision partielle et qu'on a besoin de la mettre en commun. Donc, je vais vous demander, donc nous, comité de direction, on vous demande à vous les 300 représentatifs, échantillons représentatifs, d'après vous, comment évoluent toutes nos parties prenantes? Comment évoluent les clients, les talents, les partenaires, les fournisseurs, etc. Et ils leur ont dit, répondez à ce que vous savez.
Si vous êtes vendeur, vous savez très bien comment évaluent les clients, vous savez peut-être pas comment comment évoluent les partenaires et heu et donc on demande aux gens de dire ce qu'ils savent. Une fois ces rencontres terrain avec quelque chose en plus d'intéressant qui est, qu'actuellement et notamment avec le digital, le travail à distance, on se rend compte qu'il y a les managers, les leaders rencontrent beaucoup moins physiquement les collaborateurs qu'avant et que les collaborateurs ne savent même plus trop qui sont leurs dirigeants. Donc aller les rencontrer en vrai, avoir une vraie connexion est quelque chose qui est en plus du contenu et de l'utilité. Le comité de direction est revenu, a été lui-même entendre les choses et c'est pas la même chose qu'un consultant vous rapporte, voilà, je comprends tous les mots et pas la phrase, que de l'avoir entendu soi-même. Il y a quelque chose de différent qui se passe. Donc le comité de direction arrive, fait une itération de leur phrase d'ambition en fonction de ce qu'ils ont entendu et du feedback et nourrit des évolutions de l'écosystème qu'ils ont entendu vraiment des gens du terrain, des gens qui savaient. Ils ont créé les 4 piliers stratégiques. Puis, une fois qu'ils ont fait ça, ils sont retournés voir les 300 et ils leur ont dit: «Bah, voilà, grâce à vos feedbacks, voilà ce qu'on a comme nouvelle ambition». Les gens ont dit: «Bah, c'est formidable, on comprend beaucoup mieux et ça ça nous plaît mieux et puis, grâce à tous vos retours, voilà les 4 piliers stratégiques, qu'est-ce que vous en pensez?» Ils ont redemandé un feedback. Dans le feedback, par exemple, ce cas-là, on a eu beaucoup de choses sur, une place, trop faible accordée aux sous-traitants qui, pour les gens du terrain, la relation entre l'entreprise et les sous-traitants était vraiment quelque chose hem, de très structurant et ça, c'était un petit peu moins vu par la direction. Ce genre de feedback qu'ils ont reçu. Donc le comité de direction après s'est retrouvé, a finalisé son plan. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné qu'en réalité, les 300 qui ont été impliqués depuis le début, ils sont répartis dans toute l'organisation. Donc ils ont été commencer à parler à tous leurs collègues: «Et alors, j'ai été voir 2 fois ces focus group, voilà ce que j'ai dit, toi qu'est-ce que tu en penses?» et cetera. Donc en fait, l'idée du plan stratégique a été diffusée immédiatement dans toute l'organisation avant que la peinture soit sèche. Donc les gens ont été engagés et quelques années après, 2 ans plus tard, le patron est parti parce que, pour continuer d'autres aventures et le plan a continué à bouger. Ça veut dire que c'était plus le plan du patron ni du comité de direction, mais celui de tout le monde. Mmh. Et ce qu'on peut voir dans la sauce, ce qu'on appelle parfois la sauce secrète, qu'est-ce qui fait que ça a marché? Ce qui fait que ça a marché, c'est, d'inclure les personnes concernées dès le début. Parce que souvent, c'est les gens du terrain qui savent pourquoi ça va pas marcher. Donc la pensée critique, on aime l'avoir dès l'amont et inclure les gens pour que chacun donne une vision partielle des risques et s'assurer qu'on n'a pas, d'angle mort, trop fort pour avoir la meilleure réponse, c'est-à-dire, se tromper le moins possible. Et également ce que ça crée, c'est que c'est quoi qu'il se passe dans un plan de transfo, c'est quelque chose d'imparfait, hein. Une solution parfaite, n'existe jamais. Mais c'est beaucoup plus facile de mettre en place son idée que l'idée imposée par quelqu'un d'autre, même si c'est la même. Si quand on a été, partie prenante de l'élaboration, on sait que le truc est pas parfait parce qu'on s'est rendu compte qu'on on n'y arriverait pas, on a plus d'énergie pour y aller. Mmh. Le deuxième sauce secrète, c'est de se dire, et ça c'est souvent une faille, ne pas demander n'importe quoi à n'importe qui. Donc c'est, important de demander, aux gens ce qu'ils savent. Donc on ne peut pas demander à des gens des choses qu'ils ne savent pas. C'est souvent les choses déceptives en intelligence collective, c'est quand on demande à un groupe, une question sur laquelle ils n'ont pas du tout la réponse. Et en même temps, c'est important aussi de pas demander quand on sait, sinon ça sert à rien, ça fait perdre du temps à tout le monde. Hem, donc demander vraiment, heu, aux bonnes personnes, les bons sujets et ça, c'est vraiment le rôle du dirigeant, de savoir discerner qu'est-ce que je demande, qu'est-ce que je demande pas. Une autre sauce secrète, c'est les 10%, 10% représentatifs du tout, 10% ça a été vraiment documenté, c'est le tipping point, quand 10% de Mmh. votre entreprise bouge, tout le monde bouge et donc quand on a une angoisse de patron: «J'ai 3000 personnes avec mes petits bras, comment je fais?» Ben, on commence par 300. C'est déjà plus faisable et Et comment tu ferais si tu avais 30 000 tu aurais pris 30 10%, tu aurais pris ouais, 3 000? j'aurais pris 3000, et sûrement en alliant des choses, physiques et digitales, ouais, j'aurais toujours pris 10% et en alliant des relais. Après, je trouve qu'aujourd'hui, aller sur le terrain est vraiment,
quelque chose qui met en action. C'est important de mettre son corps quelque part, même si on veut aller dans l'action, l'action passe par le corps et c'est important de se rencontrer en vrai. Donc, c'est Donc des on a focus peut-être group. pris plus de Les relais 300, c'est des focus group. Les membres du comité de direction sont allés rencontrer pour des aller petits groupes rencontrer sur le terrain. jusqu'à 300 personnes, mais avec des groupes représentatifs de tous les niveaux Voilà, hiérarchiques, de tout l'écosystème. OK, voilà. J'aurais intéressant. fait des groupes plus grands et j'en aurais toujours pris 10. Hmm. Et vraiment une sauce secrète qui fait que ça marche et que tout ça marche, même pour entrer aussi dans le concept de IDG, de la pensée critique, c'est euh, comment on met en commun les perceptions multiples. Quand on demande le risque qu'on prend, le risque que prend un dirigeant quand il demande l'avis aux gens, c'est que, ils vont avoir des visions opposées des choses. Il y en a un qui va dire: «Ça, c'est super» et l'autre qui va dire: «Ça, c'est horrible» et après ils vont se dire: «Mais qu'est-ce que je fais avec ça?» Qu'est-ce qu'on fait avec les visions opposées des choses? Et on se rend compte dans un monde complexe qu'il y a forcément des visions opposées des choses en fonction de là où on est et on arrive à se tromper le moins possible quand on les met en commun. Et donc pour mettre en commun les perceptions multiples, en fait, c'est un double mouvement. Le premier mouvement, c'est de s'assurer que chacun parle vraiment avec intention. Chacun dit vraiment ce qu'il pense. On demande aux gens non pas la bonne réponse, mais sa propre réponse, avec son propre biais cognitif, avec sa propre perception. Donc le premier mouvement, c'est je donne ma réponse et je sais que c'est pas la vérité, mais c'est ma vérité, c'est ma perception et elle est vraie. Elle est peut-être partielle, mais elle est vraie. Et le deuxième mouvement pour le mettre en commun, c'est, le qui a été peu valorisé ces dernières années, mais qui est aussi important que de parler, c'est d'écouter. C'est l'écoute générative, écouter l'autre avec attention. C'est cette écoute-là qui va permettre de se laisser transformer par la pensée de l'autre. Et quand on est dans un groupe où on se dit: «Moi, ce que je pense, j'ai raison» et l'autre, ce qu'il pense, il a raison aussi, même si les 2 sont faux, c'est là où ça devient intéressant et c'est en écoutant l'autre, en se disant: «Qu'est-ce qu'il dit quand il est en train de dire ça?» qu'on arrive à Hmm. soi-même faire bouger un petit peu sa pensée. Et c'est ce double mouvement-là qui fait qu'on arrive à la solution qui marche, même si c'est pas la solution parfaite et à limiter le risque d'erreur. Hmm, super, merci. Du coup, j'ai envie de juste te mettre à l'écran, de partager le, le framework. Du coup, Oui, dont on parle là, c'est beaucoup dans thinking. Et oui. alors, du coup, on est dans long-term orientation and visioning, peut-être. On est dans perspective skills, sense making. On peut dire On ça? est un peu dans tout ça, on est vraiment ancré, c'est vraiment un exemple qui montre l'importance du thinking, hem, pour avoir une vision à long terme. C'est ça qui engage d'avoir une vision à long terme. En ce moment, on rencontre beaucoup d'équipes en fait qui nous disent: «Mais quand est-ce que le patron il va nous dire où on va quoi?» On a besoin d'avoir une idée de là où on va, même si on sait qu'en réalité dans 3 ans on sera ailleurs. Donc, créer des projets comme celui-là qui font du long term thinking, c'est ça qui engage, qui mobilise et qui réunit, qui donne un objet lien aussi Hmm, à l'équipe. Qu'est-ce qui nous réunit les 3000 alors qu'on était 3 entités différentes? Bah, c'est ce projet. Donc, le long term thinking est fondamental. Faire du sens est fondamental. Faire du sens, ça veut dire, comprendre. Et c'est là où, il y a souvent une dissociation entre, la façon de s'exprimer des dirigeants et la façon de s'exprimer du terrain. Ce qui fait sens pour le terrain ne fait pas forcément sens pour l'équipe dirigeante et inversement. Donc comment on a le même sens, pour nous tous? Donc faire sens, et créer son propre sens, donc le sens est créé là par tout le monde et pas que par les dirigeants. Complexity awareness, c'est vraiment, le cœur du sujet. Quand on a 3000 personnes sur des grands territoires et des grosses équipes, il y a une complexité qui fait que, quand on touche à un endroit, ça impacte partout ailleurs et une seule personne ne peut pas tout contrôler et tout maîtriser et donc c'est hmm, là où c'est important du coup les fameux 10 de demander à tous quelle est ta perception hmm. et Et- critical thinking, c'est mon ouais, préféré. ouais. Moi, j'adore et voilà, Mickaël, tu me connais, tu sais que j'adore ça. J'adore quand on n'est pas d'accord. Je trouve que rien n'est plus angoissant dans un groupe que quand tout le monde est d'accord. Quand tout le monde est Hmm, d'accord, c'est souvent qu'il y en a un qui pense pas, c'est souvent qu'il y a quelqu'un qui a une pensée dominante qui fait que les autres ne s'expriment pas et c'est la meilleure façon de commettre des erreurs. Et hmm, donc critical thinking, c'est s'autoriser. Donc là, par exemple, ils ont 2 fois, les dirigeants, autorisé et même demandé à leurs équipes, bah, qu'est-ce que donnez-moi un feedback sur ce qu'on a créé nous, le comité de direction.
ayez une pensée critique sur notre production, parce que c'est avec cette pensée critique qu'on va pouvoir itérer et bonifier Ouais. et oser aussi faire quelque chose d'imparfait, mais de le faire vite, pour être ensuite critiqué et pour ensuite avancer. Donc en fait, Et c'est tout cela. on pourrait même imaginer que les personnes qui sont consultées sont, alors là, dans ce cas-là, c'était des collaborateurs, mais on pourrait même imaginer des parties prenantes. On pourrait imaginer, puisqu'on parle de durabilité, de sustainability, euh, on peut amener cette dimension critical thinking sur un enjeu de durabilité en faisant participer à cette réflexion. On pourrait imaginer des parties prenantes internes, mais pourquoi pas externes. Pourquoi pas, et on peut faire du lien avec d'autres interventions qu'on a et d'autres réflexions dans IDG, mais je dirais toutes sortes de parties prenantes, y compris celles qui représentent le vivant, les générations futures. On pourrait aller loin, mais mais ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir les différents acteurs qui sont consultés dans les étapes de la réflexion pour arriver à produire une pensée, enfin une réflexion ce que j'aime aussi dans ce que tu dis, qui n'est pas forcément parfaite, mais qui marche. Je trouve C'est ça ça. intéressant comme distinction. Et, et là, bon, pour aujourd'hui, je vous ai donné l'exemple d'Olivier, mais et Mickaël, on a fait d'autres projets où, en fait, des équipes un peu plus petites et l'engagement du collectif était un chouïa moins important euh, que de trouver un plan de transfo correct, parce que c'était vraiment compliqué. Et donc là, on a vraiment pris le comité de direction, on a listé toutes les parties prenantes externes et ils ont été menés des interviews. Mais pareil, avec cette même idée que c'est pas le consultant qui va aller interviewer le fournisseur. C'est lui-même, le mec du comité de Ouais. direction, qui est en lien et en connexion avec le fournisseur. Et dans ce lien et cette connexion et cette conversation, il va aller recueillir de l'information factuelle, mais également dans ce lien, c'est ça qui va permettre vraiment à la personne qu'on interviewe de se livrer complètement et de créer aussi du lien et du lien de confiance. Et à la fin, ce qu'on a observé, c'est que quand le comité de direction a été voir toutes ces parties prenantes pour leur demander leur avis en amont, après, ils les aident. C'est-à-dire Hmm. parfois, nos parties prenantes sont contre nous et parfois ils nous aident. Et ce qu'on a besoin dans des systèmes très Hmm. complexes, c'est que tout le monde nous aide. Hmm. Et, et c'est une bonne façon que les gens vous aident à leur demander leur avis dès le début. Ouais, super, Les inclure, la notion d'inclusion. super. Ok, donc on retrouve dans ce cas-là, ce que tu amènes, c'est d'autres, dans le thinking, tu fais un lien avec relating. On va parler de connectedness et Mhm. d'appréciation, Mhm. d'empathie. Et en fait, on pense que ce qu'on se rend compte, c'est que la capacité à faire de l'orientation, à penser, enfin, elle s'élargit là sur le relating, sur Oui. en fait, si je pense, ma manière de penser, c'est une pensée où je m'intéresse à toi et à ton expérience, et je vais vraiment à la rencontre. Mais du coup, en fait, ma capacité à être en connexion va me permettre de mieux penser. Et ça, c'est intéressant. Donc, on voit le lien entre les deux dimensions à travers ton témoignage. Je trouve ça super. Et puis les autres, la collaboration, bien sûr, Sûr. et Et puis confiance, après, Mm, avoir confiance dans ce que les collaborateurs vous disent. mm, Et les collaborateurs avoir confiance dans ce que leurs dirigeants mm, leur disent. Et, euh, et moi, je suis aussi très sensible au acting. Ça veut dire avoir le courage de demander quand on ne sait pas. mm. Que les dirigeants, quand ils ne savent pas, au lieu de se dire, bon, bah, je vais raconter n'importe quoi, mais je vais montrer que je suis fort, ils se disent, ce qu'il y a d'important, c'est pas de montrer que je suis fort. D'ailleurs, c'est pas pour ça que je suis payée. Je suis payée pour que ça marche. Et donc, j'ai le courage de dire quand je sais et j'ai le courage de dire quand je ne sais pas. Mm. Et, euh, et de Super. l'optimisme. Et moi, je trouve ça très joli chez IDG, l'optimisme, parce que on vit dans des moments tout le monde a peur de tout, on se rétrécit par la peur. Et quand on pense qu'en fait, on est en transition vers un monde meilleur qu'on va créer nous-mêmes et qu'on est optimiste, c'est comme ça qu'on engage. Mm. Voilà. Donc Super. voilà, les 5 sont quand même très reliés Tout à fait. et On essaie d'en l'exemple mettre en avant. le Ouais. thinking. Ouais. On a pris cet exemple, on aurait pu le prendre sous un autre angle peut-être, mais il illustre quand même bien cette idée au départ de partir d'une réflexion, en un enjeu de réflexion, de pensée. Ok. Merci beaucoup, Chloé. Comme ça, on a pu tous profiter de tes lumières et de ton expérience. Merci beaucoup et Merci. un Au plaisir. revoir. Au revoir.